Et ce jour-là, effectivement, tu te dis, ah, mais en fait, ce que je fais, c'est pas nul, en fait. Ça intéresse les gens et aller voir, voilà, ils sont venus, ils ont apprécié, donc c'est une validation. Et pour la petite anecdote, moi, c'est la première fois où mon père, qui aujourd'hui me soutient, m'encourage et tout, mais à l'époque, c'est vrai que concernant le cinéma, il n'était pas trop chaud. Pour lui, il fallait voilà, travailler, ramener l'argent, quoi. Et en fait, ce jour-là, donc après la standing ovation, après le moment un peu question-réponse avec le public, il est venu me voir. Il m'a dit, ah, donc maintenant je comprends. Ok, c'est bien mon fils et tout. Et là, ça m'a, tu vois. Donc ouais, L'apothéose. tu mets le doigt sur quelque chose d'énorme. C'est énorme. Je m'attendais vraiment pas à une histoire comme ça. C'est moi qui Vas-y. le fais. Ouais. Bonjour Olivier. Salut, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Nous sommes très contents de te recevoir sur Harmony Stories. Je me présente Aboubakr. Nous sommes honorés de t'avoir aujourd'hui. Tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter rapidement à ceux qui nous écoutent et qui te connaîtraient pas? Bien sûr, merci pour l'invitation. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Olivier Kissita, comédien, auteur, qui réalise aussi. Et voilà, je suis basé sur Paris. Nous allons commencer aujourd'hui un peu l'interview à l'envers. Nous allons commencer par les petites questions rapides au tout début. Une rubrique un peu première fois. C'est quoi le premier équipement que tu as acheté? Alors, une caméra semi-pro mini DV. Je crois qu'on appelait ça comme ça. En fait, à l'époque, on n'avait pas encore les Canon, on n'avait pas les vidéos sur les téléphones. Donc, dès que j'ai pu, je pense que c'était mon premier salaire. Je me suis acheté une petite caméra et en fait l'idée c'est que quand j'étais petit je me mettais en scène, je faisais plein de petites vidéos tout seul ou avec des potes. Donc dès qu'on a eu ça pour nous c'était le Graal et on a fait plein de vidéos dans la rue et tout, ouais, c'était top. Ton premier rôle au cinéma? Alors mon premier rôle au cinéma, j'ai pas eu encore de grand rôle au cinéma à proprement parler. Mon premier rôle en série télé par exemple. Ça a été donc Cut. C'est une série France 3, France O. Euh, et voilà, j'avais un rôle récurrent. C'était top. C'était une grosse expérience. 4 mois de tournage à l'île de la Réunion. Sinon, au cinéma, à proprement parler, j'ai fait des petits rôles ici et là, mais jamais des gros rôles. Et la dernière, première standing ovation. La première ovation, alors je dirais, c'était, en fait, j'ai réalisé un film, un court-métrage qui a gagné 3 prix en festival. À chaque festival qu'il a fait, il a gagné un prix. Le film s'appelle 10 Years. Il est disponible d'ailleurs sur YouTube. Et donc, on avait fait une projection en salle et on avait invité plein de gens et tout. C'était bonne ambiance. Et à la fin du film, voilà, première fois que ça m'arrivait, ça faisait plaisir. J'ai réalisé le film, enfin, je l'ai produit avec un ami, donc on était tous les deux sur scène. Voilà, bon, c'est que ça fait comme dans les films, quoi, tu vois, ça fait du bien, ça fait plaisir. Et est-ce que c'est un moment où du coup tu te pas sentir validé parce que moi j'ai l'habitude de dire que enfin pas faire les choses pour prouver aux autres mais d'abord le prouver à soi-même qu'on est capable de certaines choses, mais est-ce que c'était un moment de validation où tu te dis ok c'est ici ma place, c'est ça que je veux faire, c'est ce moment là que j'ai envie de vivre? Voilà, tu mets le doigt sur quelque chose de super important. Je dirais ouais, parce que en fait, ça démarre d'une passion, quoi. On est là, on a une passion, on est jeune, on a envie de créer, on a envie de s'exprimer. Et mais il y a toujours peut-être une voix en nous qui nous dit ouais, est-ce que t'es pas fou en fait? Est-ce que ça se trouve t'es nul? Tu saoules les gens avec tes trucs. Et ce jour-là, effectivement, tu te dis ah mais en fait ce que je fais c'est pas nul en fait. Ça intéresse les gens et aller voir, voilà, ils sont venus, ils ont apprécié, donc c'est une validation. Et pour la petite anecdote, moi, c'est la première fois où mon père,
qui aujourd'hui me soutient, m'encourage et tout. Mais à l'époque, c'est vrai que concernant le cinéma, il n'était pas trop chaud. Pour lui, il fallait voilà, travailler, ramener l'argent, quoi. Et ça lui parlait pas trop. Et en fait, ce jour-là, donc après la standing ovation, après le moment un peu question-réponse avec le public, il est venu me voir. Il m'a dit, ah, donc maintenant je comprends. Ok, c'est bien mon fils et tout. Et là, ça m'a. Tu vois. Donc ouais, tu mets le doigt sur quelque chose d'énorme. C'est énorme. Venant un peu de nos origines et de nos cultures, c'est vrai que on est dans cette vision du travail différente où on doit voir que c'est dur. Je dirais, enfin, parce que les métiers sont durs, la réussite est dure, le succès est dur, et même dans cet univers-là, c'est dur, mais on ne voit que la réalisation finale. On voit le film, on voit la série, on voit que c'est entre guillemets facile, mais on voit pas le travail qui est dur. Et c'est ça j'ai l'impression que nos parents, en tout cas de nos cultures, ont du mal avec ça, font qu'on te voit faire le truc qui est dur. Comment tu vivais un peu cette période-là où fallait justement dire, ok, je vais leur montrer que je suis dans un vrai truc. Et comment ça se vit mentalement quand on se dit, quand tu dis, bah, je vais faire du cinéma, et je dis, ah, mais c'est pas un vrai travail, ça. C'est pas évident parce que déjà ce métier-là est pas évident. En tant que, bon là je vais parler du côté comédien, mais je dirais le côté réalisateur c'est encore pire dans un sens parce que il faut mobiliser encore plus j'ai envie de dire de réseaux, de moyens, alors que le côté comédien en fait c'est si tu travailles sur toi et que tu es bon et que tu te fais voir, on va te remarquer. Maintenant, ce côté comédien, comme je te disais, il est assez délicat en fait, c'est un métier super riche. C'est un métier, voilà, faut pas oublier en fait. Hein, ça reste quelque chose c'est un luxe quoi, de pouvoir travailler en s'amusant, en rencontrant plein de gens et tout. Mais c'est vrai que ça reste un métier, tu sais, l'acting, le cinéma, ce sont des métiers qui marchent, en fait, qui, quelque part, ce sont des clichés, quoi. Ça se base sur la représentation des gens, vraiment la subjectivité des gens. Donc, malheureusement, dans ce film, enfin, dans ce domaine-là, moi, j'ai envie de dire, l'habit fait le moine, quoi, quelque part. Donc, voilà, il faut toujours travailler contre les clichés. Il faut toujours montrer que bah, les représentations, les fantasmes des gens, bah, c'est pas forcément la réalité. Et donc, en partant de ce postulat-là, lorsqu'en plus on te dit, et parfois même des gens proches de toi, des gens de ta famille, des amis, ils peuvent te dire ouais, vas-y, tu vas jamais réussir, c'est nul. Ouais, pense un peu à, je sais pas, moi, acheter une maison ou je sais pas, des trucs comme ça. Bah voilà, en fait, tu te remets en question, tu essayes de faire un peu comme tout le monde, quoi. Tu vois, tu te dis, bon, toi, tu es là, t'es dans ton truc d'artiste, alors que les autres, ils sont dans leur métro boulot dodo. Peut-être que c'est ça la réalité, peut-être que. Donc voilà, tu te poses énormément de questions. Et moi, en fait, j'ai beaucoup de chance parce que tout à l'heure, effectivement, je te disais que mon père, il avait quelques petites réserves au tout début. Mais en fait, ma famille, mes amis m'ont toujours soutenu et encouragé. J'ai eu vraiment beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance d'avoir un entourage comme ça et je pense notamment à ma mère. Tu vois, ma mère, elle m'a souvent, de manière vraiment inconditionnelle, poussé. Et sans ça, c'est évident que j'aurais fait autre chose. Ça, c'est sûr. Et dans cette période-là entre guillemets, de fragilité, dans le sens où on n'est pas trop sûr parce que c'est une ligne fine où chez nous, on nous dit, ah, mais en fait, c'est pas que c'est impossible, mais la probabilité elle est basse. Et aussi, je sais pas si c'est comme dans le mannequinat où les gens passent des journées à faire des castings et à qu'on leur dise non pour des choses. Est-ce que c'est ces deux-là mélangés que chez toi, on te dise ah, je sais pas si c'est possible et que dans les castings aussi, tu n'es pas tout de suite le premier rôle, que ce soit pas, enfin, tout ça, pas tout de suite concret.
comment on le vit mentalement et on se dit bah de continuer en s'appuyant quand même sur cette famille-là qui te supporte, même si elle émet quelques réserves. C'est une excellente question. Je pense que du coup, là, il faut aller voir au niveau de la passion, du feu intérieur de la personne concernée. Si elle est vraiment passionnée, voilà, ce sera elle contre toute la planète. J'ai envie de te dire, je pense que c'est vraiment une question personnelle, une introspection personnelle. Il faut vraiment savoir si tu aimes ce que tu fais et si tu as la force en toi de supporter les noms parce que tu l'as dit, c'est ça en fait, c'est essentiellement du non, c'est essentiellement des portes fermées et c'est essentiellement tu sais, et ça c'est un peu dans tout, je pense que le réseau, les contacts, c'est ce qui fait la différence, à toute proportion gardée, à tout talent pareil entre deux individus, c'est celui qui connaîtra le plus de gens, qui a beaucoup plus de chances de réussir. Et celui-là, il est basé vraiment sur l'humain, sur le contact, sur le. Donc voilà quoi. Si t'es pas prêt à galérer entre guillemets, c'est ça. Mieux vaut pas te lancer là-dedans. Donc ouais, moi en fait depuis tout jeune, j'ai toujours voulu. C'est le premier métier, je crois. C'est la première chose que je voulais faire, c'est être acteur. J'ai eu, par exemple, c'est une petite anecdote encore, j'ai eu la chance de rencontrer Denzel Washington à New York, sur Broadway. Et là, encore une fois, il y avait ma mère. Et donc, il y avait plein de gens. Il a signé des autographes à plein de gens. Et moi, il a signé des autographes. Il m'a donné un autographe. Il m'a parlé, il m'a checké. Et donc, ma mère, elle a vu direct un signe, tu vois. Oui. Elle était donc déjà comme une fille de 14 ans. Elle touchait partout, elle touchait ma main parce que j'avais checké Denzel et tout. Après, elle disait, tu vois, c'est un signe. J'avais peut-être 16 ans, tu vois. Donc, en fait, il y a ce genre d'anecdote-là. Il y a moi aussi, effectivement, j'ai rencontré, par exemple, Chadwick, j'ai rencontré Idriss Elba. Et en fait, c'est des moments où peut-être tu te dis, ah, en fait, ces gens-là, tu les voyais, donc étant plus jeune, tu as vu tous leurs films et tout, et là, bon, ils sont devant toi, déjà, ils sont super gentils, ils sont cool, et puis surtout, le fait d'être aussi ouvert, ça t'encourage, en fait, tu vois. Tu te dis que c'est possible, c'est des êtres humains comme toi, bref, je vais un peu loin, mais ce sont des moments qui te confortent. Et ces moments-là sont beaucoup plus solides et tu te souviens de ces moments-là de manière plus importante que en fait les noms quotidiens que tu peux avoir et les gens qui peut-être essayent de t'encourager. C'est vrai que de voir des gens qui atteignent, entre guillemets, ce que tu essaies de réaliser et de sentir que c'est des humains, comme tu le dis, comme toi, ça montre que c'est possible parce que l'être humain a aussi besoin de se comparer pour vivre et là, c'est un besoin vital, hein. On va être comme son père, on va être comme si, on veut la même paire de chaussures que X ou Y et là, ligne fine, elle est là. Est-ce que je veux la même chose que cette personne-là ou je veux ce qu'elle a? Et c'est là que la jalousie vient quand tu veux prendre ce que la personne a au lieu de se dire bah je vais travailler pour avoir ce qu'elle a. Et c'est vrai que là ça devient de la motivation pour toi et des petites choses un peu des vibes quoi, quand la personne te touche, prend le temps de te parler et tout, tu te dis ah bah peut-être que on sent un truc quelque chose. Enfin les Anglais disent que la personne a le hit factor. Bah, ça peut aussi le définir. Tu parles de jeunesse, de famille, d'enfance. Enfance dans le 95 à Gonesse. Comment ça se passe? Alors oui, je suis né dans le 95 à Gonesse. En fait, j'ai grandi en région parisienne. J'ai beaucoup déménagé. Quand j'étais plus jeune, j'ai déménagé à peu près 6-7 fois, je pense. 5-6 fois. En fait, j'ai grandi. En fait, mes parents ont divorcé quand j'avais 1 an, je crois, et donc j'ai vécu avec ma mère. J'ai aussi vécu avec mon père. Et en fait, franchement, j'ai manqué de rien. J'ai eu beaucoup de chance dans le sens où, en fait, ma mère est guadeloupéenne, mon père est d'origine, il est de Brazza, congolais. Et j'ai eu une éducation très riche
Et c'est pour ça que je parlais de chance, c'est que chacun m'a donné un peu sa manière de voir. Mes parents, d'ailleurs, ils sont très différents. Ma mère aujourd'hui, elle est psy. Mon père, il est conseiller financier. Ah ouais. Et chacun a, ils m'ont donné voilà une éducation, une façon de voir le monde et tout ça d'ailleurs à Paris. Donc quelque part, j'ai aussi eu le, le- l'influence de Paris. Donc voilà, franchement, j'ai manqué de rien et je les remercie encore aujourd'hui. Et par rapport à ma passion et mon métier, je dirais que j'ai grandi. Bon, c'est pas comme si effectivement j'étais issu de, tu vois. Il y a Oui. beaucoup d'histoires où l'enfant est fils d'acteur ou de producteur et du coup, il a été, voilà, son chemin a été tout tracé. Moi, en fait, c'est plus leur amour pour les films et le cinéma qui m'a très certainement influencé. Mais les deux parents adoraient les films de Denzel, de Spike Lee, de Wesley Snipes. Ma mère, elle était fan inconditionnelle de Wesley Snipes, de Denzel, tout. Mon père aussi. Donc, j'ai vraiment grandi là-dedans sans m'en rendre compte. Et mon père, en fait, il avait ce côté aussi, et plusieurs oncles. Ils adoraient l'industrie hongkongaise, tu vois, les films d'action et tout. Donc ça m'a pris de plein fouet, quoi. C'est un peu comme ça que j'ai grandi. On a beaucoup regardé de films, on a beaucoup regardé des films afro-américains, on a beaucoup regardé de films de kung-fu, l'animation japonaise aussi. Voilà, c'est dès l'enfance, j'ai baigné là-dedans. On allait au cinéma et tout, et je pense que c'est un peu comme ça que je me suis passionné pour le ciné. À quel moment tu commences à sentir qu'il y a vraiment quelque chose à aller chercher là-dedans et que ça devient en fait même plus un hobby entre guillemets où je vois un peu comment ça se passe et que là je me dis ok ça commence à devenir concret cette histoire. Alors, c'est une très bonne question. Euh, alors, il y a eu plusieurs moments, je pense. Il y a, par exemple, un moment où j'ai réalisé que j'avais quelque chose à faire là-dedans. C'est lorsque je prenais des cours d'acting. J'ai fait plusieurs années et je me souviens d'une fois où, à la fin d'une année, on a eu un espèce de bilan où les profs ainsi que les élèves euh, prenaient, je sais pas, peut-être 15 minutes par élève pour leur dire ce qu'ils étaient, leurs talents, ce qu'il fallait travailler et Mhm. ce que potentiellement ils pouvaient accomplir et tout. Et je me souviens, j'ai eu vraiment aussi à ce moment-là beaucoup de chance d'atterrir dans une très bonne, un très bon groupe avec des profs attentifs et bah, pour le coup qui m'ont donné beaucoup de conseils. Et tout ce qu'ils m'ont dit, ça m'a énormément touché. Voilà, je pense ça doit être humain. On a tendance à se sous-estimer, on a tendance à se poser plein de questions, à se dire que voilà, on se remet souvent en question, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je me remets souvent en question. Et là, j'ai eu l'ensemble qui ils m'ont donné quasiment que des retours positifs. Ils étaient super bienveillants. Ils m'ont beaucoup encouragé. Et puis, ils sont revenus en fait sur le temps qu'on a passé ensemble, sur mon évolution, tout ça. Et là, je me suis dit, waouh, bah écoute, si tous ces gens-là, profs comme élèves, ils pensent du bien que moi, c'est pas pour rien. D'autant plus que là, quelque part, ils font partie du milieu Oui, profs et élèves, les profs ils travaillent concrètement et puis les élèves ils sont passionnés comme moi, tu vois, c'est pas comme si j'allais voir un ami à moi qui veut me faire plaisir quoi. oui, Donc il y a eu ce moment-là qui je m'en souviendrai toute ma vie, il y a eu alors moi en fait, j'ai fait dès que j'ai pu, j'ai réalisé, j'ai mis mes réalisations sur internet pour avoir un retour, on va dire très vite sur ce que je faisais. Et j'ai eu donc un moment où particulièrement ça a explosé. J'avais fait un programme court, une web série sur Internet qui s'appelait Qu'on arrête. Et c'était vraiment
au début de YouTube et de l'ère des créateurs de vidéos, qu'on appelle YouTubeurs et tout. Donc, il n'y avait pas encore d'argent, il n'y avait pas encore de network, là, de MCN. Donc, ça, c'est les agences qui s'occupent des YouTubeurs. C'était vraiment au tout début. Et ça a explosé. À l'époque, le million de vues sur YouTube, c'était très rare. Voilà, donc... et j'ai eu plein de propositions, d'engouement. Et je me suis dit, ce que je fais, parce que en fait, c'était des petits courts-métrages. Ça intéressait les gens, ils me parlaient de justement l'écriture que j'avais, alors que j'avais pas du tout de moyens, j'arrivais à faire passer des messages intéressants et tout, et j'avais des retours des quatre coins du monde. Donc, ce moment-là, il m'a dit, voilà, cette idée-là, ce travail-là, entre guillemets, que tu fais, il est intéressant dans le sens où il peut intéresser les gens. Et puis là, donc, de manière un peu plus récente, j'ai fait une série donc, qui s'appelle Cacao, où j'ai eu la chance d'avoir le rôle principal. J'ai tourné avec plein de gens super talentueux. Et puis, c'était en Afrique. Et moi, ça faisait longtemps que... Bon, j'avais déjà travaillé en Afrique en tant que réal. J'ai réalisé un long métrage, un docu-fiction, mais j'avais pas encore travaillé en tant qu'acteur et encore moins dans une grosse production panafricaine. Donc, j'ai vraiment adoré l'expérience. J'ai adoré l'impact que la série a eu, les retours que j'ai eus. Donc moi qui voulais continuer à travailler en Afrique, ça a été une superbe expérience, une superbe opportunité. Et du coup, je me dis, étant donné que j'ai beaucoup de projets pour l'Afrique, je me dis, c'est top, quoi. Ce que tu fais, continue à le faire, quoi. Et dans tout ce fouillis-là, parce que tu dis au début que tu mets très vite tes réalisations sur Internet pour avoir un retour objectif d'inconnus, entre guillemets, et quand ça commence aussi un peu à exploser, que tu as tout plein de retours, comment on fait le tri? Parce qu'il y a souvent aussi beaucoup de négativité sur Internet, des gens qui critiquent pour critiquer. Comment on les trie et comment on fait pour que ça nous affecte pas? Comment on se construit cette peau dure? Je pense que même quand on dit ouais, ça m'atteint pas, ça t'atteint quand même parce qu'on est des êtres humains. Maintenant, l'idée c'est de prendre énormément de recul et en fait, tu sais, comme on disait un peu tout à l'heure, notre métier, c'est comme s'il se basait sur des refus. Tu vois, les castings, les propositions, t'envoies ton idée à tel producteur, il te répond pas, tu vois. Tu demandes à tel personnage public de bosser avec toi, il te répond pas. Donc, j'ai eu la chance peut-être de réaliser très vite que, en fait, non, la vie, elle est pas toute rose. Chacun a ses préoccupations, chacun a à son niveau ses propres ambitions. Donc, du coup, c'est pas parce que, je sais pas, tu corresponds au rôle que tu seras pris. En fait, la méritocratie, ouais, la théorie, ouais, peut-être que ça existe en théorie, mais en pratique, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, du coup, sur Internet, surtout vers les débuts, ça a été incroyable parce qu'on s'est rendu compte que tout le monde pouvait dire ce qu'il voulait et avec l'anonymat, on va dire, on prend encore moins de gants. Les gens, ils y vont, ils disent ce qu'ils veulent et en fonction de la personnalité, tu peux te retrouver avec des commentaires. Moi, j'ai tout eu, hein, racistes. Je me souviens, on m'appelait à un moment donné un Illuminati parce que j'avais fait des vidéos et il y avait beaucoup de vues. Donc, va comprendre le truc du mec. Très certainement, ça devait être un jeune. Enfin bon, voilà. Il y a vraiment de tout. Donc, il y a du racisme, il y a on te compare à un singe, on te compare à je sais pas quoi. Donc, c'est délicat, mais ça va. Je pense pas avoir déprimé par rapport à ça ou quoi. Je pense que j'ai rapidement pris du recul. Et d'ailleurs, il y a peut-être eu un effet pervers par rapport à ce fait de prendre du recul. C'est que du coup,
t'es un peu sur la défensive. Moi, je sais que j'essaye de répondre donc les messages et tout, j'essaye de répondre au mieux, d'être interactif, mais les réseaux sociaux, voilà, il y a beaucoup en fait, il y a une masse d'informations, et puis les réseaux sociaux, ça te prend beaucoup de temps, chronophage. Du coup, quand tu as des projets, quand tu as des choses à faire, et puis même pour toi, pour ton propre équilibre, tu as besoin de prendre du recul. Et peut-être que si je prenais pas autant de recul, j'arriverais peut-être mieux encore plus à parler aux gens, à être moins, à être plus interactif, je sais pas. Mais en tout cas, c'est un travail que j'imagine tout le monde fait. Et du coup, je pense qu'on a besoin de se protéger. Je me souviens d'un conseil que j'avais reçu d'une professeure. J'avais fait un stage sur Broadway, un stage intensif d'acting, et donc une professeure qui nous disait dans l'enceinte, dans l'endroit où on travaillait, elle nous proposait, elle nous suggérait de nous ouvrir totalement, donc même physiquement et tout, on devait s'ouvrir et rayonner à son partenaire pour pouvoir travailler, pour pouvoir être dans l'écoute, etc. Et elle nous a toujours dit, à la fin de notre exercice, refermez-vous. Parce que dans le monde actuel, dans la rue, si tu te balades comme dans l'état que tu es quand tu travailles et que dans l'ouverture et tout, et ben tu vas te faire voler, tu vas te faire fracasser, tu vois, c'est dangereux, on est obligé un peu de se protéger, quoi, malheureusement. C'est important ce qu'elle vous dit quand même, cette personne-là, dire, OK, maintenant que c'est fini, il faut quand même se refermer et continuer de se protéger parce que on voit quand même sur les réseaux sociaux des gens qui ouverts à outrance. Et je pense qu'il y a une ligne fine qu'il faut pas franchir. Après, c'est juste un point de vue d'un mec qui n'a pas 1 million de followers, mais c'est quand même important de garder certaines choses. Je regarde juste des symboles de réussite comme Jay-Z et Beyoncé. C'est les mecs les plus privés de tous les stars, quand on connaît pas grand-chose, leur mariage, rien du tout, et c'est très important aussi de garder quelque chose pour soi, même si on est une personnalité publique. Tu parles tout à l'heure de ton intérêt d'aller faire des choses en Afrique. Déjà, je vais peut-être me douter de la réponse, mais pourquoi? Et comment tu sens un peu l'énergie du cinéma exploser, parce qu'on a eu Nollywood avant, mais maintenant on a aussi au Sénégal où c'est en train de pousser rapidement, et en Côte d'Ivoire, etc. Comment tu sens un peu le mood en ce moment de ce point de vue-là en Afrique? Donc par rapport à cette deuxième question, moi c'est un rêve, c'est comme si c'était un rêve qui devenait réalité, parce que tu sais, pour moi le cinéma c'est le reflet de la réalité, tout simplement. Pour moi, quand je regarde Star Wars, quand je regarde je sais pas, n'importe quel film de fiction, série de fiction, il y a une part criante de réalité dans l'écriture, donc les personnes qui ont écrit, dans les messages, dans la symbolique. La personne qui pense que c'est un film, donc c'est pas vrai, et ben justement, elle devrait regarder deuxième fois ce film-là avec un autre regard, parce que on apprend énormément des films sur la manière dont le monde fonctionne. Et, et concernant l'Afrique, d'ailleurs, ça me fait penser, je crois que les pays les plus développés d'Afrique sont les pays où le cinéma est le plus développé. Il y a une corrélation directe. Parce Nigeria, Afrique du Sud. C'est ça, Ghana, je crois, Oui. ou Maroc, je sais plus. Mais en gros, c'est ça en fait. On se rend compte que tout est lié. Et pour moi, que le cinéma se développe, ça veut dire que il y a des acteurs publics en Afrique qui réalisent que le cinéma est important. Ça veut dire qu'il y a énormément de talents qui peuvent enfin s'exprimer. Ça veut dire que pour moi, le cinéma, c'est
c'est un outil de structuration d'un peuple. C'est-à-dire que si on peut se voir à la télé, c'est inspirant, ça te permet de te remettre en question, ça permet voilà, un bon film. D'ailleurs, je crois que c'est Bill Gates qui disait content is king. C'est la vidéo, l'audiovisuel, voilà, c'est fondamental, quoi. Ou alors il y a Confucius même qui disait une image vaut 1000 mots. Donc si une image vaut 1000 mots, un film ça vaut quoi? Ou une bonne série ça vaut quoi? C'est plus fort que n'importe quel livre d'histoire, quoi. En fait, on a besoin de bons créateurs, de bons vidéastes, de bons cinéastes pour structurer une société. Quand on voit Hollywood pour les États-Unis, ce que ça leur a, enfin c'est big, quoi. C'est l'American Way of Life. Tout le monde voulait être à un moment donné John Wayne. Tout le monde voulait porter des jeans, fumer des cigarettes grâce aux images. Donc voilà, le cinéma c'est très très important. Donc moi je suis très fier, très content et du coup j'encourage encore plus parce que il y a des évolutions, mais il y a certains endroits où c'est encore bien évidemment faible. Il n'y a pas assez de subventions, il n'y a pas assez de structures, il n'y a pas assez d'écoles de formation. Donc j'encourage en fait les gens à réaliser qu'il faut investir là-dedans. Et en fait, pourquoi est-ce que j'ai ce rapport un peu privilégié avec le continent? C'est que déjà moi je suis d'origine congolaise et puis en fait je vais citer l'UNESCO qui disait dans donc les introductions de leur collection, c'était histoire régionale et histoire régionale de l'humanité, un truc comme ça. Ils disaient que leur volonté c'était d'établir, de rétablir la dignité des peuples, et ils disent à un moment donné désarmer l'histoire, ce qui est très important, ce qui m'a touché pour moi, parce que on se rend compte que l'histoire, on se rend compte que les récits font partie aussi d'un agenda géopolitique, si on peut dire ça comme ça, et que du coup que certaines grandes institutions reconnaissent qu'il faille revaloriser l'histoire, baser l'histoire sur des sources scientifiques plutôt que dogmatiques, et c'est super important. Et en fait, tout le monde a besoin de ça. En fait, il s'agit de justice et d'équité. Chaque peuple a besoin de raconter son histoire et de dire réellement ce qui s'est passé. Et si on respecte ça, on n'aura pas des anciens présidents de la République qui vont à Dakar dire l'homme noir, le problème de l'Afrique, c'est qu'il n'est pas rentré dans l'histoire, quoi, ouais. Et pour la première fois, on va citer du Booba sur le podcast. Les vainqueurs l'écrivent, les vaincus racontent l'histoire. Et je pense que ça résume bien tout ça. Et dans le cinéma, parce qu'on appelait ça des théâtres avant au Sénégal, même si c'était public, ça sortait à la télé. J'ai pu voir, en fait, depuis que j'étais tout gamin, l'évolution du truc. On a commencé avec des plans figés sur un salon, une chambre à droite, une cuisine à gauche, avec un vieux assis sur son canapé à faire sa loi, à crier sur ses femmes, etc. Et après, quand les caméras ont commencé à bouger, les caméras sont allées dans les bidonvilles. On nous racontait des vies tristes, des gens qui galéraient, même si c'était drôle, mais c'était quand même basé sur la pauvreté. Et maintenant, je remarque que sur les nouvelles, ces 5 dernières années au Sénégal, on nous montre des symboles de réussite, on nous montre des belles maisons, des gens qui roulent dans des belles voitures. Et je trouve que ça raconte une histoire différente aux jeunes qui voient pas certaines choses dans leur quotidien, mais qui voient à la télé dans leur pays. Et ça montre que c'est possible, parce que c'est souvent des choses qu'ils voient pas autour d'eux. Et on en reparle, c'est l'inspiration qui est comme fondamentale et clé. Et je trouve que ça se développe dans un bon sens, même si les symboles culturels disent que on est en train de pervertir la jeunesse, nanana, on montre tout. Mais je trouve que c'est quand même important de montrer cette partie-là et de montrer aux jeunes que voilà, c'est possible, quoi.
Et je trouve que c'est hyper important d'avoir des gens, souvent, qui n'ont pas de symbole de réussite autour d'eux, de voir, comme toi, ce qui t'est arrivé, des gens qui leur ressemblent, qui viennent d'où ils viennent, et qui, dans un rôle, ont réussi dans leur vie, et que, voilà, qui vivent leur histoire. Et je trouve que c'est important de pouvoir, que à chacun, en fait, c'est très fort cette phrase-là, désarmer l'histoire, que chacun puisse raconter son histoire. Je sais qu'il y a plein d'historiens africains qui avaient fait un truc en 10 tomes, je pense, histoire générale de l'Afrique, justement pour raconter l'histoire des Africains par les Africains et pas par des gens qui sont venus raconter l'histoire des Africains. Alors pas si l'Afrique n'a pas d'histoire, ce qui est fondamentalement faux. Donc on va pas tomber dans un débat de fierté. C'est quoi Yes. ta vision, toi, pour la suite dans les prochaines années? Bah écoute, moi donc je vais commencer personnellement. J'ai beaucoup donc effectivement de projets. J'aimerais continuer ce côté acting qui est ma première passion, mais en fait très vite je me suis rendu compte que être auteur, être réalisé, produire, ça a une importance et il y a certains même moments où je me dis que ça a une plus grande ampleur par rapport au simple fait d'être acteur. Acteur, c'est magnifique. Tu peux voilà, donner de l'émotion au spectateur. Tu peux personnifier des personnalités incroyables qui vont inspirer le spectateur. Mais tu restes, entre guillemets, un outil et tu es à la merci en fait tu dépends en fait des productions justement, tu dépends de et il y a aussi le côté où effectivement lorsque tu as un certain profil, les rôles qu'on va te donner, voilà, ils sont souvent bon, ça évolue hein, mais il y a toujours ce côté cliché, il y a toujours voilà. Donc du coup, plutôt que de rester dans une position un peu victimaire, c'est bien, je pense, de ne pas hésiter à, si tu as les moyens en tout cas, et les contacts, de commencer à créer, de raconter, de montrer. Comme on disait, ça a énormément d'importance et de conséquences, d'effets. Et en fait, voilà, tu as la possibilité de montrer des choses qui forcément ne sont pas forcément justement montrées. Donc voilà, c'est très important. Moi, j'ai envie, j'ai plein de projets par rapport à ça. Là, en ce moment, je suis sur le développement d'une série. Dans quelques années, j'aimerais ouvrir un studio de cinéma, de production de cinéma. Voilà, bon, je préfère ne pas trop en parler avant que ce soit fait. J'aime bien quand les choses sont faites et après qu'on puisse en parler, mais c'est clair que j'aimerais me développer à ce niveau-là. Et puis après, tu parlais de mettre un peu sa pierre à l'édifice. Moi, je pense que en fait, on vit dans une époque très intéressante. Il y a plein de choses, effectivement, qui évoluent dans le bon sens. Et c'est très important, c'est dur, mais c'est très important de se le rappeler dans le sens où euh, on, on, bon, relativement, hein, il y a toujours pire, mais on n'est pas. Il y a beaucoup de choses bien, en fait, dont il ne faut pas se plaindre, dont il ne faut pas oublier qu'on les vit, parce que du coup, ce serait manquer de respect aux gens qui ne les ont pas. Ce serait manquer de respect à des périodes bien plus noires, où il y a eu des choses vraiment incroyables qui se sont passées, et des choses d'ailleurs qui ne sont pas si loin que ça. Mais bref, en tout cas, il faut se rappeler quand même des privilèges qu'on a. Ça, ceci étant dit, il y a quand même des choses sur lesquelles il faut travailler. Et il y a des choses sur lesquelles, voilà, faut pas faire l'impasse dessus, faut y aller. Et ce qui est bien, c'est qu'on a une jeunesse aujourd'hui qui est force de proposition, qui est conscientisée, qui est voilà donc et ça un peu partout dans le monde. Hein, on s'est rendu compte là, je sais pas, par exemple en Chine, il y a eu des manifestations, il y a eu beaucoup de remises en question. En Europe, en France, voilà. Hein, c'est avant même le Covid, avant même
Enfin bon, voilà, il y a eu beaucoup de mouvements sociaux en Afrique, bien évidemment. Donc moi ce que je vois pour l'avenir, c'est une oreille tendue des forces publiques, des représentants du peuple, une volonté de bonne foi de travailler avec le peuple, d'écouter le peuple. Et voilà, donc, comme je disais, il y a beaucoup de choses qui évoluent, qu'il y ait une accélération dans le bon sens de ces choses-là. Donc, voilà, il y a beaucoup de revendications, il y a beaucoup de choses encore injustes qui sont toujours d'actualité, et c'est un peu partout dans le monde. Donc, voilà, ça fait un peu bête, un peu kitsch de le dire, mais moi, j'aimerais que les personnes qui ont besoin de reconnaissance prennent encore plus de poids et continuent à se faire entendre, quoi. Et moi, en fait, c'est à ce niveau-là, je pense que je me situe. Moi, mon créneau, c'est l'audiovisuel, c'est le cinéma, c'est les images. Et voilà, il y en a, par exemple, qui vont en politique, il y en a qui ont des grosses entreprises. Moi, j'imagine qu'avec d'autres collègues, c'est à ce niveau-là où je me situe. C'est inspirer, c'est montrer, c'est dénoncer, c'est travailler sur des thèmes qu'on voit pas forcément. Voilà, je pense qu'avant qu'il y ait n'importe quelle avancée, révolution, innovation, je pense que la première chose, c'est l'éducation. Et l'éducation, ça passe par l'école, ça passe par les parents, ça passe par les amis, les groupes de pairs, etc. Et ça passe par les médias et l'audiovisuel. Et c'est très rassurant de t'entendre avoir ce discours-là, d'avoir quelqu'un, des gens porteurs de voix qui construisent ou ont déjà une plateforme, qui ont cette conscience-là de leur place. Je pense que ça permet de bien orienter le message. Et moi, là, je trouverais pas un autre mot mieux que ça, mais c'est rassurant de voir d'avoir cette conscience-là. Franchement, du coup, c'est très, très, très rassurant. Avant-dernière question, avant que je te laisse filer. Et pour clore cette parenthèse-là, il y a Gabrielle Union qui disait justement que elle a perdu beaucoup de temps à essayer de manger à une table qui n'était pas faite pour elle. Et que finalement, elle a compris qu'elle devait elle-même dresser sa propre table et inviter ses propres invités pour parler de ce dont elle a envie de parler. Wow. Je pense que c'est une très belle métaphore. C'est clair. C'est une très belle métaphore. Et elle va rejoindre la question que je vais te poser là. 3 personnes, ou 5, comme tu veux, des personnes avec qui tu aimerais partager un dîner. Ah ouais, c'est dur. C'est dur. Bon, bah alors déjà, j'ai en tête Malcolm X. J'ai Bob Marley. J'ai Bruce Lee. J'ai Tupac. Ça fait 4. Et j'ai Cléopâtre. C'est un très très beau panel. Tout à l'heure, j'ai vu un montage sur Instagram et j'ai vu la date de naissance et la date de mort de Tupac et je me suis dit, il est mort à 25 ans. Il a accompli tellement de choses en peu de temps, c'est impressionnant. Et j'étais plus vieux que lui. Ouais, c'est incroyable. Et la dernière question, maintenant que tu t'es prêté à cet exercice, que tu nous as raconté ton histoire, qui aimerais-tu voir sur ce podcast en faire de bon? J'aimerais bien voir Fat Touré qui joue avec moi dans la série Cacao, tiens. Et du coup, la question cachée, quelle question veux-tu qu'on lui pose? Alors, comment est-ce qu'elle fait pour... Tu sais, il y a des gens... alors, il y en a qui pensent, qui croient en l'énergie, il y en a qui croient en... Voilà, il y a plein d'interprétations, mais elle a toujours la banane, elle a toujours un truc de souriant, de mettre l'ambiance, tu vois, elle a un truc comme ça, qui lui est propre. Comment est-ce qu'elle fait?
parce que c'est compliqué. Par exemple, je l'ai jamais vu énervé, je l'ai jamais vu. Tu vois, elle a toujours un feu intérieur comme ça. Et c'est super important, surtout dans l'ère dans laquelle on vit en ce moment. Donc, comment est-ce qu'elle fait pour entretenir ce feu-là? Je lui dirais. En tout cas, merci pour ton temps. Merci pour tout ce que tu nous as dit. Encore une fois, je réitère, je suis très content de voir que tu as cette conscience-là, d'avoir ces réflexions-là en arrière, parce qu'à chaque fois, je me pose des questions quand je vois des gens qui créent, qu'est-ce qui les inspire, comment ça fait leur process de création. Et c'est rassurant de voir que ça vient de ce puits-là, positif et conscient. Donc, je suis très content encore plus d'avoir fait cet épisode après l'avoir fait. Et je te laisse le mot de la fin. Bah écoute, j'ai envie de te remercier. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Et en termes d'interview, tu as un angle, c'est rare en fait. On est à cet angle-là. Donc du coup, même pour l'interviewer, c'est super intéressant de pouvoir faire cette introspection, de pouvoir échanger. Franchement, merci beaucoup. C'était un très bon moment et je recommanderais ton travail, ton mouvement, parce que franchement, c'est top. On en a besoin, quoi. À toutes.